Bonjour, je risque d'être sur beaucoup de points à contre-courant de la pensée dominante. Il ne faut pas oublier que la pensée dominante est grandement influencée par les médias qui sont eux-mêmes sous domination des puissances dominantes et par conséquent, il est quelquefois nécessaire d'essayer de penser de façon un peu plus libre, même quand c'est contradictoire. Alors, premier point, avoir mis dans le même paquet la Libye, la Palestine, le Mali, qui sont des questions aussi différentes les unes des autres, ça peut paraître un peu provocateur, mais dans la mesure où elles ont en commun de chercher leur analyse au regard et à l'étalon du droit international, il n'est pas inutile de les mettre ensemble pour les rapprocher et voir combien elles sont contraires au regard du droit international. Mais pour ça, il faut d'abord identifier le droit international. On peut dire qu'avant 1945, il n'y avait pas de droit international. Il y a eu une amorce avec les lois humanitaires, les conventions de Saint-Pétersbourg, de La Haye et de Genève au tournant du XXe siècle. Mais à part ça, ce qu'on appelait le droit international, c'était des règles de réciprocité entre les puissances qui se partageaient le pouvoir sur le monde et sur les peuples à coups de guerre, de traités, d'alliances, de coalitions, etc. Le vrai droit international méritant ce nom, parce que universel, égalitaire et normatif, il est fondé par la Charte des Nations Unies en 1945. Et la base de la Charte, c'est d'abord d'être un message de paix, d'être une organisation fondée sur la volonté de paix. Dans le préambule magnifique de la Charte, n'oublions pas qu'il commence de la façon suivante: nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, par 2 fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. Vous voyez, je le sais par cœur, il devrait être appris par cœur dans toutes les écoles. C'est la base de la Charte. À telle enseigne que sa première règle, c'est l'article 2.4, qui interdit le recours à la force dans les relations internationales, ou même l'atteinte de quelque manière que ce soit à l'indépendance d'un autre État. État, je reviendrai sur la question tout à l'heure, car ça peut avoir créé beaucoup de malentendus. En effet, le deuxième message de paix de la Charte, la deuxième cheville ouvrière de paix de la Charte, c'est la mission du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a une compétence extrêmement limitée, qui n'a pas cessé depuis quelque temps de violer, mais qu'il faut rappeler, le maintien ou la restauration de la paix dans les relations internationales. Sa mission, c'est de séparer ceux qui se battent ou de les empêcher de se battre. Dans les relations internationales, c'est-à-dire en tenant compte de la façon dont la société internationale est fondée par la Charte. La Charte part de l'idée qu'il n'y a pas un peuple mondial, mais des peuples différents, répartis sur la planète avec chacun son territoire, et elle institue une notion de paix qui est révolutionnaire, car elle substitue à la vieille logique verticale de pouvoir sur les peuples une logique horizontale de concertation des peuples. Nous, peuples, au pluriel, nous, peuples des nations, nations notre identité, des nations unies, c'est-à-dire nous avons un intérêt commun à notre union pour notre développement. Nous, peuples des Nations Unies, avons décidé d'unir nos efforts. En conséquence, nos gouvernements ont signé la présente charte. C'est-à-dire que l'économie philosophique de la loi internationale d'aujourd'hui, c'est souveraineté des peuples et non plus souveraineté sur les peuples. Souveraineté des peuples, logique horizontale de coopération, unir nos efforts, et l'ONU est en principe destinée à cela. Seulement voilà. Et quand on entend dire quelquefois les principes édictés par l'ONU, je mettrai 0 à l'étudiant qui dirait cela, parce que l'ONU a été créée en 1946 en exécution des prévisions de la charte qui l'organise et qui, elle, date de 1945. Ce ne sont pas les principes de l'ONU, mais les principes pour lesquels la charte a créé l'ONU. À partir de là, et cette hiérarchie entre charte et ONU étant rétablie,
ce qui est un peu nécessaire, on est amené à rappeler que cette paix, elle est donc fondée sur la souveraineté des peuples. Le vrai problème, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. Et que de plus en plus, on privilégie l'ONU sur la charte, en oubliant que un gouvernement peut violer la Constitution, et qu'en définitive, eh bien, l'ONU est récupérée comme instrument de gouvernance sur les peuples, selon la vieille loi d'avant la charte. C'est le problème fondamental d'aujourd'hui, parce que nous savons que, ça ce sont les juristes le savent bien, qu'il ne suffit pas que des principes soient écrits sur le papier. Le droit qu'on a conquis, c'est un instrument de combat, de légitimité de nos combats pour la libération humaine. Mais si on ne se bat pas pour faire appliquer le droit reste un chiffon de papier. Par conséquent, la lutte des peuples, à cet égard, est fondamentale. Et à partir de là, il faut faire un bref inventaire. Parce que, j'ouvre une parenthèse quand même, on nous dit oui, mais quand je viens de dire cela, on dit mais ça n'empêche pas que l'ONU, c'est l'ONU qui, etc. Et le drame entend-on, c'est que vous avez bien raison, les peuples. Mais les peuples, ils sont dans les forums sociaux. Et à l'ONU, ce sont les États. Alors, là encore, je regrette, mais mettons les choses en ordre. Un État ne peut pas être un souverain. Un État n'est pas un souverain. Il n'y a pas d'exercice de la souveraineté des États à l'ONU. Un État est un appareil, que ce soit les institutions élues, que ce soit les administrations, c'est un appareil qui sert d'instrument d'exercice de la souveraineté. Le problème, c'est que la charte dit que l'État est l'instrument de la souveraineté du peuple, mais qu'en réalité, au niveau international comme au niveau national, cette souveraineté du peuple, cet instrument de souveraineté est retiré au peuple pour être inverti en instrument de pouvoir sur les peuples. Nous le voyons au niveau des nations en droit interne. Quand, par exemple, aujourd'hui, on nous dit, ça a l'air de rien avoir, mais c'est tout à fait le même problème. Lorsqu'aujourd'hui, l'État, qui devrait être l'instrument par les peuples d'administration de leurs ressources pour satisfaire leurs besoins, est un élément qui vous dit, mais il faut l'austérité pour payer les dettes aux marchés internationaux. C'est-à-dire, quelle est l'inversion du rôle de l'État? Et au niveau international, la situation est la même. L'État qui devrait être aux Nations Unies l'instrument de souveraineté des peuples est en réalité devenu un instrument de souveraineté des marchés et des titulaires des marchés sur la communauté internationale des peuples. Ce qui fait que tout est faussé. Quand on nous parle, mais aujourd'hui, alors que le Conseil de sécurité aurait dû jouer son rôle et devrait, quand le Conseil de sécurité met la finule au sud Liban pour empêcher le conflit entre Israël et Liban, il joue son rôle de séparation de combattants. Quand le Conseil de sécurité est venu contre l'Irak aider le Koweït à se libérer, il jouait son rôle contre une agression et la violation de l'article 2.4. Mais dès que le Koweït a été libéré, poursuivre en Irak, c'était une violation de l'article 2.7 de la charte, car n'oublions pas que dans cette logique qu'il appartient à chaque peuple lui-même d'être maître de ses affaires, non seulement il est interdit par l'article 2.4, il est interdit à un État d'agir contre un autre État par la force, mais l'article 2.7 interdit à l'ONU d'intervenir dans les affaires qui sont de la compétence d'un État. C'est dans la même logique. Or, pourquoi, quand l'ONU, quand le Conseil de sécurité décide l'intervention en Libye, mais c'est une violation de la charte, car c'est une intervention dans les affaires intérieures, article 2.7 violé. Et la charte a été violée 4 fois dans l'affaire de Libye. Parce qu'en même temps, quand le Conseil de sécurité décide la force armée, ce qu'il ne doit faire qu'après avoir épuisé tous les autres moyens, quand il le décide, ça doit être que les membres des Nations Unies lui fournissent les forces
à lui pour que lui, par son conseil d'état-major, organise l'action selon sa propre programmation. Quand le conseil dit il donne mandat à des membres, c'est déjà une erreur et une violation. Quand il dit de prendre les mesures nécessaires, c'est en les autorisant. Cela revient tout simplement à dire j'autorise des États à violer l'article 2.4 de la Charte. Il faut prendre cette mesure. Mais par contre, pourquoi n'y a-t-il pas d'aide aux Palestiniens pour mettre fin à l'occupation qui est une agression qui se perpétue? L'occupation n'est que le résultat de la violation de l'article 2.4 de la Charte par Israël. Le blocus, la même chose. Le Conseil de sécurité aurait dû protéger les navires, bateaux, pavillons français, grecs ou autres contre les menaces d'arraisonnement par Israël, qui était une agression et un recours à la force dans les relations internationales. De même, le Sahara occidental, comment est-ce que la MINURSO aujourd'hui n'est pas un élément qui protège le peuple sahraoui contre une occupation qui a été, avec la marche verte, un recours à la force dans les relations internationales, mettant la communauté internationale devant le fait accompli? D'une manière générale, ce qu'on appelle la sécurité collective veut dire que l'OTAN, toute coalition, les bases militaires étrangères sont illégales au regard du droit international comme étant une appropriation d'un droit de police, de recours à la force dans les relations internationales par un État ou un groupe d'États. Et aujourd'hui, le vrai problème, il est là. Le problème, c'est que le Conseil de sécurité intervient là où il ne faut pas, n'intervient pas où il le faut. Alors intervient là où il ne le faut pas. Là, je vais être provocateur. L'ingérence humanitaire. Il m'est arrivé de dire, Anatole France dit, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour l'industriel. Si on fait vraiment l'inventaire, on croit mourir pour les droits de l'homme, on meurt pour les industriels. Faut pas oublier que la guerre de Yougoslavie a eu pour origine que les Yougoslaves ont refusé de signer l'accord de Rambouillet, dont une clause secrète obligeait les Yougoslaves à privatiser leur économie. Il ne faut pas oublier que quand Kadhafi a été par terre, Juppé s'est précipité à dire « on va en Libye pour avoir les marchés pour reconstruire ce que nous avons démoli ». Et je pourrais donner un certain nombre d'autres exemples, mais je ne veux pas être trop long, donc je m'arrête là. Alors à partir d'un moment, il faut se dire que ce rôle des rapports économiques corrompt tout. Tous les conflits locaux, ou presque, les conflits qu'on appelle tribaux, prenons n'importe lesquels, il y a toujours derrière les acteurs qui tirent les fils des marionnettes et qui sont les concurrences des grands groupes économiques mondiaux pour récupérer les ressources locales dans le postcolonialisme d'aujourd'hui. Les dictateurs que l'on juge les uns après les autres, mais qui les a mis en place, quand et comment? Et d'autant plus volontiers dictateurs que c'était le moyen pour les pays exploitants d'être sûrs que le peuple ne résistera pas à leur exploitation. Puis quand ils sont finis, ils sont usés, on en met un autre. En Libye, on a simplement changé de pompe à essence. Il faut, je crois qu'on mesure cela. Le vrai problème qui corrompt tout, mais qui corrompt même les médias, c'est qu'aujourd'hui, il en est du pouvoir des peuples avec la Charte des Nations Unies et le droit international, de même que pour les droits de l'homme en général. Il est maintenant communément admis pour les droits de l'homme qu'il y a deux générations. Il y a eu la génération des droits civils et politiques, mais on s'est vite aperçu que ça suffisait pas s'il n'y avait pas les droits économiques. Et il est venu la deuxième génération, les droits économiques. Et le problème aujourd'hui, c'est que la Charte n'a donné au peuple que le pouvoir politique, et pas le pouvoir économique. Et que pendant que la Charte créait ce pouvoir politique des peuples, c'est hors la Charte que la gestion économique du monde était organisée par les accords de Bretton Woods qui créaient les institutions financières internationales. Et alors que le principe fondamental du droit international contemporain, de la légalité internationale créée par la Charte, c'est universalité, égalité des nations grandes et petites et pouvoir des peuples, les institutions financières internationales ne sont ni universelles, ni égalitaires, ni entre les mains des peuples. Alors le vrai problème aujourd'hui, c'est que par exemple, c'est pas une abstraction ce que je dis, parce que faut pas oublier par exemple qu'on parlait du Sahara occidental. Est-ce qu'il y aurait les problèmes du Sahara occidental s'il n'y avait pas le phosphate et les richesses halieutiques? On parle... Bon, j'ai oublié tout à l'heure d'évoquer le Mali.
Le Mali, c'est pas la Côte d'Ivoire. Je donne une opinion personnelle, là. Je regrette que la France intervienne dans la mesure où elle a la réputation d'être colonialiste, elle a un passé France-Afrique, et que ça rend tout de suite suspect ce qu'elle fait. Mais est-ce qu'il fallait qu'elle refuse de répondre à l'appel au secours du gouvernement malien? La charte prévoit le droit de légitime défense et le droit et le devoir de venir au secours de celui qui est attaqué, en excluant la défense préventive, mais au secours de celui qui est attaqué, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité intervienne, et là, il faut laisser la place au Conseil de sécurité. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'il s'est passé l'inverse. C'est que le Conseil de sécurité n'a pas répondu de façon efficace aux appels du Mali. Et on ne pouvait pas laisser le Mali comme ça, semble-t-il. Mais une condition, c'est que le plus vite possible, le Conseil de sécurité prenne la relève. Il faut que nous restions dans cette logique de ne pas confondre les problèmes, conflits internes, etc., et les agressions, le droit international et les obligations de le respecter. Alors, quel est l'avenir? L'avenir, il n'y a pas de solution autre. C'est une utopie. Mais il s'agit de mettre la gestion économique du monde dans le droit international. Un petit exemple, j'oubliais en voulant aller vite, j'ai quitté mes notes pour aller plus vite. Eh bien, j'ai oublié quelque chose qui me paraît important. C'est très symbolique. Ça n'est que symbolique. Mais lors de la première guerre du Golfe, l'Égypte avait voté oui, on lui a supprimé une dette. Le Yémen avait voté non, on lui a supprimé un prêt. Et en réalité, tous les votes font que les États, oui, ce sont les États qui votent, et les États votent en faveur des puissances possédant les marchés, parce que ce sont elles qui sont dominantes, qui ont la domination sur ces États. C'est un combat. Les peuples sont confrontés à l'obligation de prendre en main la charte et de faire valoir leurs droits contre les marchés. Je prends un autre exemple. Ce qui montre combien c'est fondamental, c'est que quand a commencé la décolonisation, on s'est aperçu que les États nouveaux, ils avaient gagné l'indépendance politique, mais ils n'avaient pas l'indépendance économique. Alors est venue la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de 1971, qui a apporté le droit de deuxième génération en proclamant le droit des États à la maîtrise de leurs ressources naturelles. C'était un progrès, mais voilà. Dans la mesure où ils avaient le droit à leurs ressources naturelles, mais seulement ça, ils ne pouvaient pas en disposer s'il n'y avait pas la maîtrise des marchés. Ils restaient tributaires des marchés, et c'est comme ça que même ayant le droit théorique de disposer des ressources naturelles, eh ben c'est Bolloré, c'est Bouygues, etc., et c'est Total et les autres. C'est-à-dire que c'est un problème mondial, mettre l'économie à l'heure de la légalité internationale, c'est-à-dire substituer aux institutions financières internationales un régime de coopération souveraine des peuples pour la gestion commune, en dehors de toute rémunération des marchés, la gestion commune de leurs ressources communes pour leurs besoins communs. Alors, sans doute, on va dire c'est une utopie, mais tant qu'on réglera, on ne parlera que du reste. On parlera de traiter l'écume de la vague, mais pas la vague. Et il n'y a pas le choix. Nous organisons à notre association au mois de mai une conférence à Paris sur l'existence d'un nouvel ordre économique international démocratique. Ça va durer, c'est un grand combat, mais il faut en ouvrir le chantier, étant entendu que, de même que au moment du Front populaire en France, pour lutter contre la spéculation sur le blé, on a créé l'Office du blé. Pourquoi il n'y aurait pas un office de l'eau, un office mondial de l'eau, un office mondial du pétrole, qui ne soit plus entre les mains? Mais c'est énorme. L'idée même que la santé dépende de l'organisation du commerce, que l'agroalimentaire, alors qu'il y a l'OMS, alors qu'il y a la FAO. Mais pourquoi est-ce que demain l'OMS, la FAO ne deviendraient pas les offices de la santé, de l'agroalimentaire, dans des conditions affranchies des marchés? C'est une grande bataille. Ça ne peut être qu'une bataille des peuples. Et les peuples,
comme ils sont conditionnés par les médias, c'est notre affaire de les contre-conditionner, de les affranchir de ce conditionnement, de leur donner confiance en eux-mêmes et de faire que se servant de leurs droits politiques que leur donne la charte, ils conquièrent leurs droits économiques. Il n'y a pas de solution autre.